finalement que ça nous rende plus dociles, parce que quand on a peur, finalement Oui. c'est la meilleure façon de manipuler quelqu'un, en lui faisant peur, en lui disant qu'elle risque quelque chose, laisse-toi faire, je sais mieux que toi, et ça amène à des accouchements des fois qui sont traumatisants, et je trouve que d'entendre un petit peu ce discours sur le système nerveux, il y a un côté déculpabilisant. Oui. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Cette semaine, c'est un épisode un petit peu spécial qui va être fait en duo et c'est la première fois que je donne la parole à un homme. Et on va parler de l'impact de la peur, du stress et comment faire des choix éclairés pendant sa grossesse. Et cette semaine, je suis accompagnée de Nicolas qui est hypnothérapeute et qui va déjà commencer par se présenter. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes, je pense. Content et fier d'être le premier homme à être invité, j'espère qu'il y en aura d'autres, même si je pense que la place des femmes est majeure sur ce podcast. Moi, je m'appelle Nicolas, je suis papa de 2 enfants de 17 et 15 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle en étant kiné et ostéopathe, donc j'ai accompagné notamment des femmes et des bébés après l'accouchement. Et puis il y a quelques années de ça, je me suis formé à l'hypnose et aujourd'hui, je ne pratique plus que l'hypnose, je fais de la thérapie avec l'hypnose. C'est vrai qu'on trouvait ça intéressant de mettre nos deux domaines en complémentarité. Donc moi, effectivement, je suis spécialisée plus sur l'accouchement, dégommer les clichés, ce genre de choses. Et souvent, c'est vrai que je dis aux femmes que c'est important de se défaire de la peur. Il y a beaucoup de peurs qui sont autour de l'accouchement, beaucoup de croyances, beaucoup de mythes qui font que les femmes, elles ont beaucoup peur de l'accouchement. Et que cette peur, souvent, les amène finalement à se laisser faire et à pas trop se poser de questions, à pas trop faire de choix et surtout à écouter le soignant qui est en face d'elle, qui peut détenir l'autorité, le savoir. Et là, en fait, dans cet épisode, justement, on voulait vous donner des clés pour éviter finalement de vous laisser influencer par cette peur, qui est légitime, parce que c'est vrai que quand on est enceinte, on pense à sa santé, à celle de son bébé. Quand on n'est pas trop informé, on a un petit peu tendance à se dire ok, ce que le médecin me dit, c'est forcément la vérité absolue. Et nous, on avait envie un petit peu de vous inviter à prendre du recul sur tout ce que vous entendez pendant votre grossesse, pour justement vous éviter d'être prise un petit peu dans ce système qui va vous faire peur, qui va vous laisser croire que vous n'avez pas votre mot à dire, que vous ne pouvez pas poser de questions, et ça peut effectivement amener à des accouchements qui sont hyper médicalisés, voire traumatiques. Est-ce que tu es OK avec cette direction, Nicolas ? Ouais, je suis entièrement OK. Moi, ça rejoint un petit peu ce que je vis tous les jours quand j'accompagne quelqu'un. En fait, souvent quelqu'un vient parce qu'il vit une situation inconnue, difficile, avec de la charge émotionnelle, avec des difficultés. Et en fait, souvent, il arrive en venant chercher quelqu'un qui a un savoir. Et une des premières choses que je fais, c'est de lui expliquer un petit peu les réactions par lesquelles il est en train de passer, et donc notamment lui expliquer le stress. Je pense que on va enchaîner là-dessus, pour qu'il comprenne qu'en fait sa réaction est normale, et pour dépathologiser, en fait, pour le faire sortir de cet état de malade, et qu'il puisse reprendre un pouvoir d'action vis-à-vis de la situation qu'il est en train de vivre, et pouvoir se sortir de lui-même quelque part de cette difficulté ou de cet inconnu qu'il est en train de traverser. Parce qu'on est un petit peu trop, comme tu le disais, dans une société où on est vite catalogué comme malade, et on va chercher un sauveur ou quelqu'un qui a un savoir ou quelqu'un qui va me donner quelque chose, comme si j'étais incapable par moi-même de me sortir ou d'appréhender cette situation-là. Et c'est vrai que même moi, souvent, j'ai énormément de messages de mes abonnés qui me disent « Si j'avais su, je me serais plus renseignée, je serais allée chercher les informations, je n'aurais pas accepté ce déclenchement. » Et effectivement, quand on gratte, souvent, c'est des femmes qui ont été un petit peu formatées, j'aime pas ce terme, mais bon, je l'ai été moi aussi pour mon premier, un peu formatées, conditionnées à accepter tout ce que nous dit l'autorité. Et que souvent, cette autorité, elle joue sur nos peurs. Nos peurs d'être encore plus malade, la peur que notre grossesse se passe pas bien, pire que notre bébé est un problème ou qu'il meurt, quoi. Et c'est vrai que ça a un impact aussi bien finalement sur notre physique, sur notre mental, cette peur, mais aussi sur le déroulement de notre accouchement, parce qu'on va se laisser faire, on va pas oser poser des questions, on va rien oser dire. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer un petit peu le système du stress, sans trop rentrer dans les détails, mais en faisant très simple? Quel impact a le stress sur nous quand on est en plus enceinte et qu'on est un petit peu plus vulnérable, justement? Alors déjà, le stress, moi je l'explique quasiment à tous mes clients, qu'ils aient 7 ans ou 90 ans. Dans notre corps, on a 2 systèmes nerveux.
on a un système nerveux qui s'occupe de tout ce qui est volontaire. Quand je veux volontairement faire une action, par exemple plier le bras. Ça, c'est un premier système nerveux. À côté de ça, on a un autre système nerveux qui s'appelle système nerveux autonome. Comme son nom l'indique, il gère tout ce qui est automatique. Ma respiration, mon rythme cardiaque, énormément de phénomènes métaboliques. Pourquoi il est là, ce système? Pour me soulager une charge mentale. Si je devais penser volontairement, activer mon cœur, activer ma respiration, activer ma digestion, ça me prendrait une charge énorme. Donc la nature a construit ce système-là pour me dégager quelque part de toute cette obligation-là. Et ce système automatique, en fait, c'est deux sous-systèmes. D'un côté, il y a le système nerveux qu'on appelle parasympathique. On va dire que c'est le système nerveux qui gère quand tout va bien. Quand je suis dans une situation connue ou tranquille, confortable, c'est ce système-là qui est actif. Ce qui se passe pour moi, mon rythme cardiaque est tranquille, ma respiration est lente, je suis capable de rentrer en relation avec l'extérieur, je suis capable de créer des liens, je suis capable de stratégiser, de futuriser, d'utiliser mon cortex préfrontal qui me permet de faire des choix, qui me permet d'agir en conscience. Et puis, si je vis un stress, alors un stress, c'est déjà une situation inconnue. C'est l'autre système qui va s'activer, le système nerveux sympathique. Quand il s'active, il n'a pas il n'a pas de nuance. Il s'active selon 3 niveaux d'intensité, mais il s'active de la même façon que la mort me poursuive ou que je vive une situation inconnue légère. Le premier niveau d'intensité, ça va être ce qu'on appelle le fight, le combat. Imaginez pour ça, je donne l'image d'une gazelle qui est dans la prairie. Elle est en train de brouter tranquille et d'un seul coup elle entend du bruit ou elle sent une odeur. Elle va rentrer dans ce premier niveau d'intensité, le fight. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle devient hyper vigilante, elle regarde partout où pourrait être le danger. Son rythme cardiaque s'est légèrement accéléré. Sa circulation, qui était un petit peu répartie équitablement partout dans son corps, va commencer à se diriger plutôt vers les organes qui vont être utiles pour réagir, donc plutôt ses muscles, plutôt son cœur. On va dire que pour moi, c'est dès qu'on sort de sa zone de confort qu'on va rentrer dans cette zone-là. Ça me permet d'être plus attentif, plus réactif. C'est la zone positive du stress. Maintenant, elle voit la lionne qui lui fonce dessus. Elle va rentrer dans la deuxième phase, le fly, la fuite. Là, son cerveau, c'est comme s'il se refermait. Elle est plus capable de rentrer en relation avec l'extérieur. La mort est en train de la poursuivre. Donc elle a des pensées qui tournent, qui se mettent à tourner en permanence, des questions, des pensées. Elle, en l'occurrence, c'est sauve-toi. Son rythme cardiaque est au maximum. Son sang a quitté les organes qui sont plus essentiels pour le moment, donc par exemple vont quitter son système digestif, donc elle va avoir des maux de ventre, elle va plus être capable de digérer correctement, elle va avoir des troubles du sommeil, parce que si la mort me poursuit, je ne vais pas penser à dormir, elle a ce repli sur elle-même un petit peu, elle va produire de l'adrénaline et du cortisol qui font que ses émotions vont un peu fluctuer. Le cortisol, c'est une hormone qui va aussi parfois déclencher, si c'est sur le long cours, des douleurs, de l'agressivité, des choses comme ça. Et puis, ce système-là, quand on est en fly, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, on peut vite avoir l'impression d'être épuisé. Et en plus, comme on ne peut pas forcément digérer, c'est dans ces moments-là où on va avoir tendance à être attiré par du sucré ou du gras, en fait. Tu vois, c'est un petit peu l'image, on voit dans les ruptures, dans les épisodes ou machin, on a envie de la glace, on a envie de ce truc-là et on n'arrive pas à penser à autre chose. Là, on est en fly, en fuite. Et puis, si ça dure longtemps, ou si la lionne la rattrape, on va tomber dans la dernière phase qui s'appelle le freeze ou la sidération. Pourquoi le système fait ça? Parce que, déjà, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette fuite énergétique. C'est un peu une phase de soumission. Et en plus, ça m'immobilise, ça m'empêche de bouger. Si je ne bouge plus, peut-être que le prédateur ne va pas me voir. Ou s'il m'a attrapé, il va croire que je suis mort, il va me relâcher et j'aurai une perspective de fuite. Ça permet aussi au corps d'augmenter son seuil de tolérance à la douleur et ça permet au niveau psychologique de me retirer de la scène qui est en train de se vivre. Pareil, un exemple autre que la gazelle, c'est par exemple, on vous appelle au téléphone et on vous annonce une nouvelle terrible. En un quart de seconde, vous pouvez tomber dans cet état-là. On est comme plus là, on est comme dans du coton, on n'est plus capable de bouger, de réagir et on est en complète soumission. Ça, c'est les 3 activations du stress, on va dire, sympathique. Maintenant, nous, on est des animaux, donc on fonctionne comme ça. Mais la différence des animaux, c'est que nous, on va y répondre d'une façon réelle, c'est-à-dire je vis réellement une agression, par exemple, ou même juste imaginaire. Et comme tu le disais, l'absence de connaissance fait que la situation est vachement inconnue pour moi.
Et puis en plus, on est conditionné à montrer les accouchements comme quelque chose qui se fait hyper simplement, très rapide, sans aucune douleur, sans rien. Donc quelque part, la femme qui va vivre une grossesse qui s'écarte de cette grossesse idéale qui n'existe pas, hein, ou très peu, ben en fait, va la plonger un peu dans cet état de stress. Et c'est là où, comme on n'a pas développé non plus la connaissance chez la femme de ce qui est en train de se passer, de ce qu'elle est en train de vivre, de ces réactions-là, ben le seul moyen de trouver une sécurité, ça va être de se reposer sur une autorité bienveillante qui sait à sa place. Mais quelque part, elle s'empêche aussi, elle, d'avoir un pouvoir d'action à ce moment-là. Donc le premier outil que je donnerais, c'est justement d'acquérir de la connaissance. De ne pas plonger dans cet inconnu-là qui est la grossesse ou qui est l'accouchement, en se basant sur une seule voie de connaissance, celle qu'on te donne. Alors moi, je ne l'ai pas vécu en tant que maman, mais en tant que papa, où on te met un peu dans un schéma, où tu as tes consultations de préparation, qui sont tout sauf de la préparation, et ces choses comme ça. Ouais. Ouais, quand je t'écoute, en fait, ça fait un peu écho quand tu parles de ces trois phases, là, la fuite, combat ou le figement. Je me dis, il y a beaucoup de femmes qui connaissent ça. Enfin, ça explique aussi un peu des fois quand il y a des femmes, elles ont toutes les informations. J'ai des femmes qui me disent ça. J'avais toutes les infos et quand le gynéco a un peu insisté pour me faire un toucher vaginal, par exemple, je me suis laissée faire, entre guillemets. Donc, ce serait expliqué finalement par ce système où on se protège, entre guillemets, et on est dans ce figement de je me laisse faire, mais finalement, c'est pour ma survie. C'est pas qu'on n'a pas la volonté, c'est pas qu'on n'a pas la force nécessaire, la confiance. Et là, vraiment, on est dominé finalement par ce système nerveux qui veut nous protéger. Exactement, on est tombé dans ce système nerveux. Et ça n'a rien à voir avec la force, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la situation qui m'a débordé quelque part. Je suis dans une situation inconnue majeure. Et souvent, je vais me raccrocher aux premières choses que je vais trouver quelque part. Et souvent, ça peut être c'est lui qui a l'autorité, donc je me soumets à lui. Et alors qu'il n'y a aucune raison à ça, en fait. Et c'est là aussi où on est biaisé, justement, dans ces conditionnements. À se laisser faire, c'est l'autre qui sait, souvent un homme, souvent une autorité hiérarchique ou autre. Mais si j'ai une interrogation, si je suis dans un inconnu, si je suis dans cette situation d'inconnu, je suis en droit de marquer, justement, cet inconnu. Et je suis en droit d'avoir des réponses, en fait, plutôt que de me soumettre. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas facile. Et ça passe justement par des podcasts comme le tien ou par des informations comme la tienne pour montrer qu'il existe d'autres voies en fait. Que c'est pas forcément comme ça que ça doit se passer en fait. Que j'ai un pouvoir. Et malheureusement, on va rejoindre peut-être d'autres combats un peu plus larges sur la position de la femme. Et la position de la femme, elle est infantilisée depuis très longtemps. J'ai même envie de dire la position de la femme dans tous les sens du terme. Parce que rien que la position de la femme qui accouche, exactement. Déjà, on est dans une position de soumission et voilà. Exactement. Mais souvent, justement, ces conditionnements ou ces soumissions psychologiques, émotionnelles ou autres, on va les retrouver matérialisées, en fait. Et oui, elle est dans une position de soumission qui n'est pas faite pour son confort à elle, ni pour le confort de l'accouchement, mais pour le confort de celui qui pratique, en fait, de celui qui a le savoir, de celui qui a l'autorité là. Et je trouve qu'effectivement, on est vraiment conditionné à ça parce que depuis toute petite, et je pense qu'on pourrait faire un sondage sur des jeunes filles, quand on leur parle d'accouchement, je pense que pour la plupart, c'est « Oh là là, mon Dieu, ça va être horrible, ce que j'ai vu dans les films ». Et dès le départ, je trouve qu'on nous met dans cette position de « L'accouchement, il est horrible ». En plus, tu n'as aucune expérience là-dedans, donc laisse-toi faire. Et petit à petit, on est vraiment amené finalement à ce que notre système nerveux soit tout le temps un petit peu activé et finalement que ça nous rende plus dociles. Parce que quand on a peur, finalement, c'est la meilleure façon de manipuler quelqu'un, en lui faisant peur, en lui disant qu'elle risque quelque chose. Laisse-toi faire, je sais mieux que toi. Et ça amène à des accouchements des fois qui sont traumatisants. Et je trouve que d'entendre un petit peu ce discours sur le système nerveux, il y a un côté déculpabilisant. Parce que moi, par exemple, pour mon premier accouchement, j'ai quand même un tempérament où je me laisse pas faire. Et pour mon premier, je me suis totalement laissé faire. Et c'est en me renseignant sur le système nerveux que j'ai compris que c'est pas que je me suis laissé faire. C'est que j'ai adopté la meilleure attitude pour ma survie, en fait, pour ma protection. T'étais figée, donc oui, t'es en sidération. Et ça veut absolument pas dire que t'es consentante. Mais t'es en sidération. Et souvent, même, on l'entend même dans d'autres cas, dans les agressions, où on est capable de dire mais elle s'est pas défendue, elle a pas dit non, mais elle est sidérée en fait, et on est en incapacité de réagir à ce moment-là, on est en incapacité, c'est un instinct de survie qui fait que non, je peux pas
j'ai pas ce pouvoir-là en fait. Ouais. Et ça commence déjà là, c'est-à-dire que de ne pas donner le pouvoir à la femme qui est enceinte ou autre, de poser des questions. Tu vois, ce côté-là, faut faire confiance. Ou d'un autre côté, on va avoir aussi ce truc-là de dire, non mais de toute façon, tu sais, t'es une femme, tu dois savoir. Ouais. C'est écrit dans tes gènes, machin, tu dois savoir. Mais en fait, c'est absolument pas vrai non plus, en fait. Donc, si je demande, ça veut dire que je suis pas une bonne mère, je devrais le sentir, je devrais le savoir, je devrais... Et tu vois, on le dit même après l'accouchement, c'est ton bébé, tu vas le savoir, tu vas le comprendre. Mais non, que dalle, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Donc, il y a ce côté-là de... Tu écoutes ce qu'on te dit ou tu devrais le savoir. Ah putain, je le sais pas. Bon, je vais écouter ce qu'on me dit. Ouais. Et je vais faire ce qu'on me dit sans me poser de questions. Et ça me fait penser justement à toutes ces femmes, par exemple, qui sont déclenchées parce qu'on leur dit, vous avez un gros bébé, oulala, mon Dieu, c'est dangereux pour votre bébé, vite. Et forcément, on se dit, oui, mon bébé est en danger, j'ai pas les infos, j'accepte ce déclenchement. Et souvent, moi, j'ai plein de récits, pareil, de mes abonnés, et je me dis, mais toute la grossesse, finalement, elle est, parsemée de moments stressants. Il y a les échographies, il y a le test de la trisomie, il y a la date prévue d'accouchement. Et en fait, finalement, tout est jalonné de choses stressantes. Et moi, je connais presque aucune femme qui a eu une grossesse sans un moment avoir un voyant qui s'est allumé en disant « Mon Dieu, peut-être que je fais du diabète, mon bébé est gros, j'ai des contractions, peut-être que je vais accoucher, mon col a bougé, peut-être que je vais accoucher. » À croire, encore une fois, que tout est fait pour les maintenir finalement dans cette peur permanente pour leur grossesse, leur santé, leur bébé. Un petit peu comme la gazelle, je te disais, on fixe ton attention sur un danger éventuel. Donc forcément, déjà, tu actives ton système de survie parce qu'on est en train de te parler de danger. On focalise sur les dangers au lieu de te parler aussi de tout ce qui va bien. En fait, même les échos, c'est direct, on va te parler de la clarté nucléaire, on va te parler de est-ce qu'il est dans les courbes, est-ce que machin. Est-ce qu'il a la tête en bas. C'est ça, on te focalise direct sur les dangers. Donc si tu regardes les dangers, forcément ton système nerveux s'active. Et donc forcément, tu es dans cette inquiétude et dans cette soumission de qui va me dire que c'est ok ou c'est pas ok. Et oui, c'est même des gens en connaissance. Moi, je pense par exemple à mon premier enfant, quand il est né, l'allaitement s'est pas passé forcément très simplement au début, mais comme tout allaitement, presque, j'ai envie de te dire. Sauf que ce jour-là, je tombe sur une puère qui me dit ouais, il mange pas, il va tomber en inconscience, machin, il faut à tout prix qu'il mange. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez lui donner un biberon ou attendre ? Alors que ma femme voulait allaiter et tout, donc tu dis tu vois, vous le laissez mourir ou vous lui donnez à manger. Donc t'as pas de choix. Donc, alors que j'entendais, intérieurement, j'avais cette notion de non, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe, mais comme t'es poussé à ça, on te donne un faux choix de tu veux qu'il meure ou tu veux qu'il aille bien. Et tu vois, je pense que pour l'accouchement, on fait pareil. On te dit non, mais vous voulez mourir ou vous voulez que ça se passe bien ? Et en fait, on t'oriente vers des choix qui n'en sont pas. Et tu vois, on peut le reprendre même sur la péridurale. Vous voulez une péridurale ou vous voulez souffrir atrocement le martyre et que ce soit compliqué, qu'on puisse pas vous faire une césarienne derrière s'il y avait un problème ou machin. En fait, c'est pas un vrai choix qu'on t'offre. On t'offre un faux choix. Et ça, c'est des techniques de manipulation, ça s'appelle le choix illusoire. Et forcément, t'es déjà... Mais t'es pris pour un lapin, en fait. Parce qu'on te donne pas une vraie liberté de choix. En te expliquant et en faisant appel à ta raison sur quels sont les inconvénients et les choix de faire celui-là et inversement, quoi. Donc oui, c'est de la manipulation. Et quelque part, je pense que c'est conditionné même plus largement dans un système, le système patriarcal, parce que même des gens qui pratiquent dans ce système-là se conditionnent eux-mêmes à dire c'est la bonne réponse. Et toute réponse opposée à celle-là est forcément absurde, puisque j'ai choisi d'être cohérent et d'incarner ce système-là. Donc ils perdent même eux leur libre arbitre et représentent ce système-là, en fait. Ouais, et puis comme je dis souvent aussi, il ne faut pas oublier que les soignants, ils sont formés à la pathologie. Donc tous les soignants qu'on va rencontrer quand on est enceinte sont convaincus que l'accouchement est dangereux. Donc forcément, ils vont nous amener cette vision et ils vont chercher la pathologie. En fait, quand on est enceinte, tous les soignants cherchent la pathologie. Et comme tu disais, quand on a quelqu'un en face de nous qui veut nous montrer par A plus B que accoucher c'est dangereux et qu'on a le choix entre faire ce qu'il nous dit ou mourir, le choix il n'est pas là en fait. Et encore une fois, c'est nous influencer, nous manipuler par la peur pour nous faire aller là
où eux, ils ont envie d'aller. Et c'est vrai qu'encore une fois, prendre du recul et se dire, attends, stop, ce qu'il me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une autre vérité qui existe? Est-ce que j'ai un autre choix? Est-ce qu'il ne me parle pas de ses propres peurs et croyances? Je trouve que ça, c'est hyper important dès qu'on nous dit quelque chose enceinte qui ne va pas avec ce qu'on a envie d'entendre, entre guillemets, toujours à un moment faire pause et se dire, prenons du recul, pour ne pas se laisser embringuer par nos peurs, justement, et notre système nerveux qui, lui, peut-être, spontanément, va dire « Ah oui, je vais l'écouter parce que, quelque part, ça nous rassure de savoir qu'en face de nous, on a un soignant qui détient, entre guillemets, le savoir, et de savoir que notre système nerveux peut aussi s'emballer et qu'on a le pouvoir aussi de dire « Attends, stop, je vais prendre du recul, je vais me reposer, je vais souffler, et ensuite, je prendrai ma décision. » Exactement. C'est aussi reprendre le pouvoir, finalement, sur sa grossesse, sur son système nerveux, sur son accouchement. C'est très juste ce que tu dis. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens. Quand vous avez une sensation d'urgence, il est urgent de ne rien faire. S'il n'y a pas une réalité objective d'urgence, il est urgent de ne rien faire. Prendre une décision d'un suivi, d'un examen, il n'y a pas d'urgence vitale, il est urgent de ne rien faire. Comme tu le disais, de déjà remodérer son système. Comme je vous le disais, dans la fuite, notre respiration va s'accélérer. Je vais avoir une respiration buccale et plus nasale. Donc c'est déjà de consciemment reprendre sa respiration, de montrer à mon corps que non, tout va bien. Faire une pause, prendre le temps de respirer par le nez, de calmer le jeu, et à ce moment-là de prendre la décision. Parce que là, je vais être dans du parasympathique, là, je vais être dans du rationnel, raisonnable, etc., du constructif, et pas de la réaction et du sauf qui peut, en fait. Donc déjà, de prendre le temps de « Attendez, je vais pas me décider aujourd'hui, je le sens pas, et c'est ok, en fait. » Parce que, tu vois, le soignant, oui, il est sachant quelque part. Mais il y a aussi beaucoup de soignants, et peut-être je ne devrais pas dire ça, mais qui choisissent ces carrières-là aussi pour être des sauveurs, en fait. Et pour être un sauveur, il faut une bonne victime, en fait. Et la victime qui ne se comporterait pas comme la bonne victime, elle me renvoie à « je suis pas le bon sauveur ». Et ils deviennent désagréables, condescendants, ce que tu veux, parce que tu les empêches de faire ce qu'ils ont besoin pour eux, d'être le bon sauveur. Parce que même sur les examens ou autres, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un enjeu sanitaire, réel, ou est-ce que c'est un enjeu économique, de rendement ou autre? Mais là, ça demanderait d'être objectif et d'aller voir derrière les choses, d'aller voir ce qui se joue derrière. Et il se joue plein de choses en arrière-cour, quoi. Mais c'est marrant, effectivement, ce que tu dis, cette relation sauveur et victime. Moi, je l'entends très souvent sur mes réseaux sociaux, par exemple, je dis comme quoi c'est pas normal qu'une femme, on lui fasse un toucher vaginal sans son consentement. C'est la base. Enfin, je veux dire, il y a un moment, je remets rien, c'est la loi, point. Et le nombre de fois des soignants qui disent oui, mais il y a un moment, il faut arrêter, la femme elle est enceinte, il faut qu'on l'examine, on sent qu'ils sont dans cette obligation de soin de elle est là, elle est enceinte, je vais l'examiner. Et le consentement, ils l'ont complètement oublié. Et si la femme en face, elle ose s'opposer en disant non, je vous refuse ce toucher vaginal, moi je sais que j'ai plein de mes clientes qui me disent je l'ai vu qui s'est braqué, qui s'est vexé, qui s'est fermé parce que j'ai pas obtempéré et accepté ce toucher vaginal sans consentement. Et effectivement, il y en a qui ont un peu cette posture de il y en a qui ont un ego quand même surdimensionné par rapport à ça, en se disant je suis soignant, j'ai pas fait 5, 6, 7 années d'études pour me voir refuser un toucher vaginal alors que c'est mon boulot. Exactement. Ouais, l'ego, alors on a tous un ego, et tant mieux, mais parfois c'est ça, c'est de se dire, même en tant que soignant, et quelque part, vous rendez service à ces soignants en vous opposant si c'est pas votre volonté. Et tant pis si ça leur fait mal, mais quelque part, si un jour ça peut leur faire réaliser que à la base, ils disent être là pour aider les autres. Mais c'est pas pour faire rentrer les autres comment eux ils voudraient les aider en fait. Et je pense que c'est ça, si ça tape leur ego, vous allez le voir que ça tape leur ego, c'est la réaction que vous allez avoir derrière. Eux vont tomber justement dans une réaction de combat, d'agressivité, et plus du tout rationnelle en fait, à expliquer, à essayer de comprendre ou autre. Et c'est important, je pense, de marquer son opposition. Et comme tu le dis, c'est la loi. Tout acte médical doit être éclairé et consenti. Donc voilà. Tout à fait. Ouais. Mais juste voilà, je refais encore une petite parenthèse sur cette opposition. Encore une fois, c'est important pour moi de redonner aux femmes justement cette force pour oser s'opposer. Mais là, on a bien vu
que par notre système nerveux, par plein de choses, il y a des fois où on n'ose pas s'opposer face à un soignant et qu'on se laisse faire parce que soit on n'a pas l'envie, soit on n'a pas l'énergie, soit effectivement on est dans ce figement. Et de savoir aussi, encore une fois, on le répète, que c'est normal de ne pas toujours oser s'opposer à tous les soignants qu'on rencontre parce que des fois c'est juste fatigant, c'est chiant et des fois au niveau du système nerveux, c'est même malheureux de demander aux femmes de faire cet effort-là alors qu'elles sont dans une situation émotionnelle, physique inconnue. Pour moi, c'est là où c'est le système qui devrait aussi bosser là-dessus. Mais on le voit, hein, c'est compliqué, hein, mais c'est le système qui devrait se remettre en question et pas forcément aux femmes à ce moment-là. Mais malheureusement, et j'en suis le premier désolé, on demande souvent aux victimes de faire encore un effort pour reprendre leurs droits. Et c'est triste. Mais déjà, on peut activer son système nerveux parasympathique, donc celui qui permet de sortir du stress, justement en prenant de la connaissance. Je vous ai dit, quand on est dans le système nerveux parasympathique, on est dans une respiration calme, on est en lien, donc de se relier à d'autres. Plus vous vous sentez isolé, et plus pareil, vous allez sentir ce côté stress qui va s'activer. Pour sortir du stress, c'est de vous relier à d'autres, pour voir que votre situation n'est pas unique en fait, qu'il y a plein d'autres femmes qui vivent ça, les mêmes interrogations, les mêmes questionnements, et d'aller chercher de la connaissance peut-être ailleurs en fait. Et attention, moi je suis pas en train de dire il faut tout rejeter en bloc, parce que c'est pareil, ce serait de l'ego, sauf qu'il aurait une autre forme en fait. Mais c'est comme tu le dis, c'est reprendre votre pouvoir d'agir, reprendre conscience de vos besoins, reprendre conscience de vos limites et d'oser les affirmer. Ouais. Et effectivement, je trouve que prendre du recul, c'est hyper important parce que, comme tu disais, on n'est pas dans un extrême ou un autre. Moi, très souvent, j'accompagne les femmes. La plupart des femmes que j'accompagne souhaitent ne pas prendre la péridurale, mais j'accompagne aussi des femmes qui veulent la péri. Et c'est vrai que la péri, c'est un peu souvent ce qui revient et où il y a des débats pour, contre et tout. Et encore une fois, je trouve que c'est important d'avoir les bonnes infos parce que prendre la péridurale, parce que tout le monde nous a dit que c'était horrible, c'était long, que c'était compliqué, qu'on allait souffrir, que si on devait avoir une césarienne, ce serait une anesthésie générale d'office et tout, c'est pas un choix pour moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure finalement, on nous pousse à aller dans une direction. Par contre, avoir toutes les informations sur les pour, les contre de la péridurale, se positionner et se dire ouais, maintenant j'ai toutes les cartes en main et je prends la péridurale, pour moi ça c'est un vrai choix éclairé. Et souvent les femmes elles font des choix par défaut parce qu'on leur a fait peur et on leur a fait croire que c'était la seule solution. C'est comme ça. Ouais. Parce que même le choix inverse, tu vois, quelqu'un qui serait figé sur son choix de je ne veux absolument pas de péridurale, je ne me renseigne même pas sur ce que ça veut dire, etc. Si pendant son accouchement, malheureusement, il y avait une obligation, cette fois médicale, réelle, qui imposerait ce choix-là, elle le vivrait comme un traumatisme en fait. Et pour moi, ce qui génère le traumatisme, c'est justement quand on arrive à la fin dans cette position figée. Un trauma, c'est ça. Nos capacités de réaction ont été débordées et on tombe dans le figement. C'est un trauma. Et en fait, c'est pas forcément l'intensité du trauma ou la forme du trauma qui va faire qu'on est traumatisé. C'est en fait comme on l'a vécu. Moi, j'ai déjà accompagné ou j'ai déjà rencontré des femmes qui ont eu des accouchements, si on regardait de l'extérieur, extrêmement traumatisants, avec de nombreux gestes et tout. Mais à chaque fois, l'équipe médicale a fait en sorte d'y intégrer la maman, de lui expliquer, de se mettre à ça, à son niveau émotionnel. Ça n'a pas du tout été traumatisant. Et à l'inverse, un acte qui pourrait être, je mets des grands guillemets à l'extérieur, anodin, un toucher vaginal ou quelque chose, mais que la patiente n'est pas prête, elle est déjà figée parce qu'elle est sur la table, les pieds dans les étriers, elle a froid, elle n'est pas prévenue, la personne arrive, elle lui colle deux doigts, ça peut être un traumatisme, ça peut être de l'équivalent d'un viol en fait. Parce qu'elle n'est pas intégrée à son processus à elle en fait. Donc c'est vraiment de prendre justement les connaissances, ce qui est possible, pas possible, obligatoire, pas obligatoire, et de faire votre choix le plus librement possible en fait. Et ça devrait être l'évidence en fait, mais c'est tout sauf ça. Ouais, et puis c'est vrai que moi aussi des fois j'ai eu des récits de femmes qui ont accouché très rapidement et qui n'ont pas eu le temps d'avoir la péri. Il y a pour plein de femmes où ce serait finalement un accouchement idéal, rapide, pas de péridurale, la classe.
Et il y a des femmes pour qui c'est un traumatisme, parce qu'elles ne pensaient pas déjà accoucher si rapidement, et surtout, elles envisageaient de prendre la péridurale. Et le fait de ne pas prendre la péridurale, c'est un traumatisme. Et effectivement, c'est important de souligner que c'est finalement pas le déroulement en soi de l'accouchement qui est traumatisant ou pas, c'est comment on est informé, soutenu, accompagné. C'est ça aussi qui aura effectivement préparé un impact. Et moi, pour celles qui m'écoutent, et tu le sais aussi, moi je fais un accompagnement de groupe, la team, où les femmes veulent accoucher sans péridurale. Je leur donne toutes les cartes pour qu'elles puissent accoucher sans péri, mais je leur donne aussi toutes les cartes pour que, si tout ne se passe pas comme prévu, elles comprennent pourquoi, elles osent poser des questions et qu'elles comprennent. Et je trouve qu'on vit beaucoup mieux quelque chose quand on a compris. Si on doit partir en césarienne, mais qu'on a compris, qu'on sait que c'est la seule option, on le vivra beaucoup mieux que se dire, j'ai eu une césarienne, mais je suis pas sûre d'avoir compris, je suis pas sûre qu'elle soit justifiée. Et encore une fois, cette connaissance amène finalement à le fait de beaucoup mieux vivre les choses si tout ne se passe pas comme prévu. Tout ce qui est subi active le système de stress. Dès que je suis soumis à quelque chose, j'active ce mécanisme de stress. Donc, parfois, ça peut même être un geste visiblement positif, mais si j'y suis soumis ou soumise, ça peut être un traumatisme. Donc, c'est vraiment de réfléchir à déjà, quelle place vous donnez, vous, dans ce passage qui est votre grossesse, qui est votre accouchement. Et j'aime bien tes posts parce que très souvent, c'est ça. Aujourd'hui, les femmes sont sorties de leur accouchement. C'est pas leur grossesse et c'est pas leur accouchement. C'est comme tu le mets souvent, le pompier, le papa, le truc. C'est pas leur accouchement en fait. Et on les infantilise et on les sort de ça. Elles sont des porteuses, quoi. C'est ça. Elles sont pas investies. Et elles sont, et on s'occupe du bébé, vous avez rien à dire, c'est pour la sécurité de votre bébé et tout, mais c'est votre corps à la base. Et c'est pas si récent que ça, qu'on réattribue leur corps aux femmes, et c'est encore loin d'être gagné. C'est surtout que là, on prend vraiment la mesure, je trouve, encore une fois, de ce conditionnement, de ce formatage, de se laisser faire du début à la fin, et de se rendre compte qu'effectivement, une femme qui n'est pas informée peut tout subir pendant son accouchement, mais même pas forcément se rendre compte qu'elle le subit, parce que pour elle c'est normal, mais se rendre compte que du début de la grossesse, du premier moment où elle est enceinte jusqu'au moment où elle accouche, elle n'a pas eu son mot à dire, elle a tout accepté en pensant que c'était normal. Et il y a des femmes qui vont rester dans ce déni, entre guillemets, toute leur vie, et que finalement, se diront, mon accouchement s'est bien passé, ma grossesse, mais il y a du moment où on enlève un peu ses œillères et qu'on se dit, waouh, mais en fait, ce toucher vaginal, j'aurais pu le refuser, ce déclenchement, j'aurais pu le refuser, j'aurais pu demander ça et ça pour mon accouchement. Et là, on se rend compte à quel point finalement on a été encore une fois manipulé, influencé par cette peur qui nous a rendu totalement soumises, dociles pour l'accouchement. Moins t'en sais, plus tu te soumets en fait. Oui, c'est sûr. Donc oui, quelque part, ça arrange, alors je sais pas ce qu'on pourrait dire, un système, un truc, mais oui, ça arrange quelqu'un à la fin. Mais certainement pas les femmes. Non, clairement pas. On leur a pas donné cette capacité de faire ça, quoi. Alors que pour le coup, c'est elles qui l'ont la capacité depuis le premier jour, quoi. Mais on les a enlevées de cette capacité. Moi, je crois beaucoup que c'est le système patriarcal qui est derrière tout ça. Ça fait très entité malfaisante, mais oui, il y a un vrai conditionnement autour de ça. Ah bah oui, mais de toute manière, se laisser faire. Et l'autre jour, justement, dans un podcast, je discutais de ça avec quelqu'un et je me suis dit, l'exemple du mansplaining, où c'est un homme qui explique à une femme ce qu'elle doit faire, je trouve que dans l'accouchement, on est dans le summum, parce que très souvent, c'est des hommes, les soignants, qui disent aux femmes comment elles doivent accoucher. Et on est arrivé à un point où plus personne, limite, ne remet ça en question. Les femmes ne savent pas accoucher. Et c'est les hommes qui leur disent comment faire. Et c'est ouf, parce que quand on sort un peu de ça, on se dit, mais franchement, on marche sur la tête, quoi. C'est vraiment ouf. Et même de la même façon, on explique aux femmes ce qu'elles doivent ressentir, mais si c'est elles qui le ressentent. Et plutôt que de partir de ce qu'elles ressentent, elles, et de les accompagner sur ce chemin-là. Vous ressentez ça, c'est parce que vous en êtes là, et peut-être vous pourrez ressentir ça, mais d'autres le ressentent autrement. Mais de partir sur elles, en fait. Au lieu de leur dire, vous devez ressentir ça. Putain, je ressens pas ça. Ça veut dire que c'est pas normal, ou truc, ou il y a un problème, ou donc, enfin... Alors que c'est elles qui sont en train d'accoucher, c'est elles qui sont en train de vivre ça. Et oui, comme tu le dis, il y aurait du soutien à ce moment-là, parce que moi j'ai plein de récits de femmes où justement, où pendant l'accouchement, elles partaient peut-être avec un projet de pas de péridurale, et à un moment donné, quand ce système s'active de stress parce qu'elles
forcément, il s'active. Il y a des douleurs physiques, il y a des choses qui font que ça va l'activer. Ou elles auraient le soutien de l'équipe à ce moment-là, de leur rappeler ce qu'elles voulaient, de leur dire que ça va passer, ou d'accompagner cette douleur-là. Peut-être qu'elles mèneraient leur projet à terme. Mais souvent, à ce moment-là, les équipes font « Ah, je vous fais la péridurale !» Mais ça peut être votre compagnon, ça peut être quelqu'un en qui vous avez confiance, ça peut être... C'est important d'être entouré, justement, à ce moment-là, de quelqu'un qui peut être ce petit support supplémentaire quand vos forces vont descendre ou autre, parce que c'est normal, il y a de la douleur, il y a de l'inconnu, il y a surtout une première grossesse, il y a de l'inconnu et des choses, que quelqu'un puisse être là et dire « Rappelle-toi ton engagement, ce que tu voulais pour toi, ça va pas tarder, ou machin, et accepte de traverser. » Mais tu sais, de la même façon, dans notre société, la douleur est devenue tabou, en fait. Banalisé même, enfin, on a mal, on prend un cachet, point. Ouais, c'est tabou. Voilà. En fait, la douleur ne doit pas exister. Mais la vie est faite comme ça. Les plus belles choses sont difficiles. Mais on n'accepte plus le difficile, en fait. Et on nous donne des espèces de supports pour « Non, mais ça va être facile comme ça. » Mais comme tu le dis, c'est déjà donner des armes pour nous manipuler quelque part. Il faut accepter qu'il y aura du difficile, mais on n'est plus prêt à ça, quoi. Et comment on traverse le difficile ? Justement, avec le lien, avec le soutien, avec la connaissance, avec ces choses-là, en fait. Là, on est prêt à traverser, à faire d'une douleur une douleur. Alors que la même douleur, si on n'est pas préparé, c'est là où elle devient une souffrance. Mais si on est préparé, on sait ce qui se passe, on a connaissance, et puis on a confiance en soi, en ses capacités et autres, ça n'a plus du tout le même impact, quoi. De toute manière, comme je le dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Et pour moi, je trouve que c'est juste la base. D'avoir les connaissances, c'est déjà le plus important pour justement, quand on se retrouve face à un soignant, d'avoir les connaissances pour juste lui dire « Attendez, stop, je suis pas d'accord avec vous, on va réfléchir, je vais me renseigner de mon côté, je vais prendre une décision. » Par exemple, quand on nous fait des estimations de gros bébés, si on ne sait pas qu'on peut refuser le déclenchement et que les estimations sont fausses, on se voit déclencher 15 jours avant, avec un accouchement hyper médicalisé et tout. Et moi, j'ai plein de femmes maintenant qui me disent « J'ai osé dire non, moi j'ai un gros bébé, mais je m'en fiche, je vais accoucher par voie basse et je n'accepte pas votre déclenchement. » Et je me dis, toutes ces femmes qui ont osé dire non à un moment, elles ont repris le contrôle finalement sur leur grossesse et leur accouchement, et elles ont évité un acte médical qui n'était pas justifié et qui aurait pu complètement saboter leur accouchement. Mais ça, c'est pareil aussi. Ça, pour moi, c'est des vieux conditionnements où une femme qui affirme son pouvoir, on va la traiter d'hystérique tout de suite. C'est une hystérique, c'est une folle. Alors j'ai lu un bouquin qui est vachement intéressant, alors c'est un aparté, ça s'appelle Le complexe de la sorcière. Ça parle des chasses aux sorcières qui ont eu lieu même encore il n'y a pas si longtemps que ça, où justement on avait ce contrôle sur les femmes, c'était un homme qui disait « elle est sorcière » et donc il était l'inquisiteur, le juge, et on jugeait les femmes. Comment les femmes étaient choisies ? Déjà à l'époque c'était les femmes qui par exemple étaient sages-femmes, qui exerçaient la médecine sans être des hommes, on les accusait de sorcellerie. Et on avait ce contrôle sur les femmes. Comment on savait si une femme était sorcière ou pas ? On la pesait. Ah ouais. Pourquoi le poids des femmes a toujours été, ou est depuis encore maintenant, une question ? Parce que le poids, c'est être sorcière ou pas être sorcière. Ah ouais, c'est ouf. Tu vois, pourquoi le poids des femmes est une question ? Tu regardes même encore aujourd'hui... là on dérive complètement, mais moi j'aime bien. Les hommes, qu'ils soient gros ou qu'ils soient maigres, tous les mots qu'on va dire sont positifs. Tu vois, il y a le dad bod, il a un physique d'ours, il a machin, qu'il soit maigre ou qu'il soit gros, c'est positif, c'est un bon vivant, c'est un épicurien, une femme, non, c'est... La fourchette de poids qui est convenable, elle est hyper fine, quoi. Si elle a trop de muscles, c'est un bonhomme, elle est trop athlétique, machin. Si elle est trop grosse, c'est une grosse, elle prend pas soin d'elle. On dit pas d'une femme que c'est une bonne vivante, on dit qu'elle prend pas soin d'elle, quoi. Et tu vois, le contrôle du poids, et je pensais à ça parce que même dans la grossesse, le contrôle du poids est devenu un truc terrible, en fait. Le test du sucre, le test de c'est trop pas. En fait, c'est une façon, quelque part, de soumettre les femmes au jugement extérieur et d'avoir un pouvoir sur elles, en fait. Et les faire rentrer dans des cases qui, des fois, en plus, sont complètement archaïques. Parce que là, je pense, souvent sur mes groupes, moi, j'ai des femmes qui en sont arrivées à mentir sur la date de leurs règles
pour pas que la date prévue d'accouchement, parce que c'est un calcul, voilà, toutes les femmes ont un cycle de 28 jours, toutes les femmes ovulent à 14 jours, bref, pour pas justement se voir voler 4-5 jours à la fin de leur grossesse en sachant pertinemment que la date d'accouchement qu'on va leur dire est faussée à cause de ce calcul qui remonte à voilà, on ne sait pas combien d'années. Non, alors moi j'avais même c'était un radiologue qui m'avait expliqué ça. Je sais pas si c'est encore d'actualité ou si c'est vrai, il faudrait vérifier, hein. Mais les échographes sont beaucoup fabriqués avec des logiciels américains et visiblement les semaines de grossesse chez ces populations-là est un peu plus court que les nôtres. Ce qui fait que du coup ça fausse les dates et que presque en Europe ce seraient tous des termes dépassés. Si tu... Donc on déclenche alors qu'en fait pas du tout. Parce que les normes de calcul comme tu le dis ou les normes d'échographie sont sur des logiciels statistiques. Et la statistique c'est aussi vrai que c'est faux en fait puisque c'est un ensemble, c'est une moyenne. Ben ça fausserait en fait les dates de trucs. Mais aujourd'hui c'est la norme. Voilà. Et encore une fois, comment voler une fin de grossesse, comment faire peur à une femme en lui disant voilà, votre date d'accouchement c'est par exemple le 20 octobre, on attend à la rigueur jusqu'au 23, mais après vous avez plus de liquide, votre placenta va se périmer et votre bébé peut mourir. Et ben qu'est-ce qu'elle fait la femme? Est-ce qu'elle va prendre le risque d'attendre 4, 5, 6 jours de plus? Eh ben non, elle va dire ok, déclenchez-moi. Mais encore une fois, parce qu'on est prise dans ce système qui nous fait croire que déjà on n'a pas notre mot à dire et que toutes ces choses qui sont censées normalement nous rassurer et surveiller, voilà, regarder si notre col il est bien fermé, si on n'a pas pris trop de poids, si on a du diabète, au final ça amène à du stress, voire des fausses pathologies. Complet. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire peur à une femme pour la soumettre à ce qu'on a envie? Il n'y a rien quoi, la peur c'est le meilleur levier pour dire à une femme on vous déclenche tel jour et vous n'avez pas votre mot à dire. C'est ça. Mais c'est terrible, c'est là où pour moi c'est pas des attitudes de soignant parce que quelque part on sait qu'en plus en stressant la maman, ça a un lien direct avec le bébé en fait. Donc on va créer des stress à la naissance et des stress chez l'enfant, alors qu'on devrait être tous tournés, si on était réellement soignants, vers accompagner et rassurer et stabiliser et mettre la maman dans l'état de plus de confiance, le plus de justement de liberté, et pas la soumettre à ce qu'on veut. On fait tout l'inverse et on appelle ça soignant. Ouais, et puis quand on se penche encore une fois sur la physiologie, sur le fait qu'il faut qu'on sécrète de l'ocytocine pour déjà être bien calme, détendu et avoir des contractions, et on se rend compte encore une fois que toute notre grossesse est jalonnée d'adrénaline. Quand on arrive en salle d'accouchement, on est stressé et après on se dit mais je comprends pas, les femmes elles mettent longtemps à accoucher, elles ont plus de contractions, il faut venir intervenir. Ouais, mais en fait vous leur avez fait peur toute leur grossesse, vous les avez déclenchées et même pendant leur accouchement vous les stressez parce qu'elles accouchent pas assez vite, parce qu'elles prennent pas la bonne position, parce que le col s'ouvre pas, et en fait c'est que du stress du début à la fin, et après on s'étonne que les femmes se disent j'ai mal vécu mon accouchement, il a été long et compliqué. Forcément, ça crée une cascade d'interventions, mais dès le départ, et le départ, ça commence presque, j'ai envie de dire, même avant la grossesse, de se renseigner, de voir ce qui se joue, de peut-être faire une thérapie, d'expliquer ses peurs, de voir où sont ses choix, etc. Il n'est jamais trop tôt, en fait. Et il n'est jamais trop tard non plus. Pour se, justement, rassurer, prendre connaissance de certaines choses, mettre de la lumière sur ses peurs peut-être inconscientes qui se jouent aussi, et ça peut que être positif, Mais comme tu le dis, la peur, c'est un bon outil de manipulation. Ouais. Et donc voilà, là, ce qu'on avait vraiment envie de vous partager, c'était ça. C'était de, juste à un moment, déjà de vous rappeler que votre système nerveux, des fois, il prend un peu le contrôle et que c'est normal de ne pas oser dire non. C'est normal, des fois, dans la panique, de prendre une décision qu'après, rationnellement, on se dit mais pourquoi j'ai dit oui à ce déclenchement? Donc c'est normal, mais surtout de vous dire que plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez confiance en vous et plus vous pourrez sortir un petit peu de ce système hyper médicalisé, hyper surveillé, hyper patriarcal pour faire un pas de côté et juste dire est-ce que moi j'ai vraiment envie de ça, et est-ce que c'est un choix que je vais faire par la peur ou si c'est un vrai choix éclairé parce que j'avais les infos et j'ai pu vraiment choisir. Et je mets un bémol, moi je rejette absolument pas, je viens de là, je rejette absolument pas le médical, je rejette les attitudes de certains soignants. Je rejette absolument pas le médical. Le système médical est bien fait, on a de super progrès, mais est-ce qu'il est à notre service ou est-ce qu'on s'y soumet, et donc j'interrogerais plus sur la position des soignants et ce genre de choses, quoi. Tout à fait, et c'est vrai que moi aussi très souvent je dénonce
une hyper-médicalisation, mais encore une fois, la nuance est, oui, la médicalisation elle est utile, oui, les échographies sont importants, le test du diabète, quand il est justifié, c'est important. Oui, il y a des déclenchements qui sont indispensables pour la sécurité du bébé ou de la maman, mais il y a hélas beaucoup d'hypermédicalisation, de choses qui sont faites parce que c'est les protocoles, parce que c'est rentable aussi, il ne faut pas se leurrer, hein. Faire une échographie, c'est facturable. Donc voilà, un déclenchement, c'est quelque chose qui est facturable. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Et c'est ça effectivement que moi aussi que je dénonce, c'est cette hypermédicalisation qui est la plus souvent injustifiée, inutile, et qui font que les femmes sont prises dans ce système où leur accouchement part complètement en cacahuète, non pas parce qu'il y a un défaut dans leur corps, mais parce qu'elles étaient prises dans ce système qui les a immobilisées, allongées, fait peur, plein d'adrénaline, système nerveux là en mode survie plus, et après forcément ça a un impact sur le déroulement de l'accouchement. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des gens qui cherchent des pathologies, donc qui pathologisent quelque part. Et moi je le vois dans les gens que je reçois tous les jours, bien souvent, même dans des cas de dépression, dans d'autres cas de difficultés ou autres, d'expliquer comment ça fonctionne et de dépathologiser justement. En fait ça change, mais on préfère avoir quelqu'un avoir une pathologie parce que pareil, on a un médicament qui va bien avec cette pathologie, on a un truc, mais encore une fois, quel est l'enjeu de ce médicament derrière? Les antidépresseurs, on pourrait faire la même critique par rapport à ça. Est-ce que c'est fait pour guérir ou pas vraiment? Et c'est là où le médical, le paramédical, le pharmaceutique, faut arrêter de croire que c'est toujours pour nous, quoi. Et que c'est miraculeux et que ça va toujours dans notre sens, effectivement. Non, moi je crois qu'on a tout en nous, on a en tout cas beaucoup de choses pour faire face à ça, on a tous les outils, on a toutes les ressources, on peut les acquérir, on a tout ce qu'il faut, tu vois. L'accouchement est quelque chose de naturel, on a déjà quasiment tout pour le faire. Ça peut être difficile et là la médecine peut être là en soutien et c'est heureusement qu'on a ça parce que bien sûr qu'on a eu des morts à certains moments qu'on peut éviter aujourd'hui, mais ne pas tomber dans l'excès inverse de si vous ne le faites pas vous allez mourir quoi. ou vous êtes une hystérique, vous êtes une sorcière, allez accoucher dans la nature, on va te sortir des trucs comme ça, allez accoucher chez vous dans la paille, tu vois, vraiment le côté rabaissant et insultant presque. Je pense qu'on peut avoir un accouchement naturel. Ça veut pas dire accoucher dans les bois ou machin, ça veut dire juste en fait, équilibré. Et dans lequel on fait des choix et qu'on se dit après coup, je regrette pas parce que j'ai compris, j'ai posé des questions, on m'a expliqué, on m'a soutenu, je suis allée au bout de ce que je pouvais donner et tout s'est pas passé comme prévu, mais exactement. Je suis ok avec ça. Et encore une fois, moi j'ai des femmes qui des fois veulent un accouchement sans péri, ça se finit en césarienne, mais comme elles avaient toutes les infos du début à la fin, elles disent, tout s'est pas passé comme prévu, mais j'ai adoré mon accouchement parce que j'ai pu être présente à chaque moment, j'ai pu faire des choix, j'ai compris ce qui se passait, j'ai pu, même pour une césarienne, demander des petits ajustements pour rendre ce moment inoubliable, et j'ai adoré mon accouchement. Et je trouve que finalement, c'est ça le plus important, comme je dis souvent, avec ou sans péri, on s'en fout. Le plus important, c'est de bien vivre son accouchement. Exactement. Tu vois, même la césarienne, moi j'ai rencontré beaucoup de femmes qui n'ont pas accouché parce qu'elles ont eu une césarienne et vivent ça comme un traumatisme parce que l'accouchement c'était par voie basse et donc elles ne sont pas mères et ça crée d'autres difficultés et d'autres traumatismes derrière, mais parce que on leur dit que l'accouchement c'est par voie basse et ça se fait naturellement et machin, et donc elles n'ont pas réussi quelque part, elles sont pas mères et c'est triste. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un moment où il y a beaucoup d'enjeux qui se font, pendant ces quelques heures où on passe du statut de femme à mère, il y a un enfant qui arrive, psychologiquement il y a plein de choses qui jouent, et si en plus on rajoute la difficulté de l'accouchement, ça peut amener, et on en parlera justement dans un prochain épisode, ça peut aussi amener à des complications avec son lien avec son bébé, son lien d'attachement et tout ça, et je trouve que c'est important, si autant que possible pendant la grossesse, vous pouvez vous départir de toutes ces peurs pour que votre accouchement se passe entre guillemets le mieux possible, forcément après ça facilite quand même la mise en place de l'allaitement, le lien avec son bébé, ça évite les dépressions postnatales, il y a aussi des conséquences sur l'après qu'on verra dans un autre épisode, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux pendant cet accouchement. Pour faire le lien avec justement la suite, ce système de stress que j'ai décrit, de système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique, en fait chez un bébé, le système nerveux parasympathique n'est pas développé. Donc un bébé, quand il vient au monde, il a besoin de quelqu'un pour le rassurer. La nature lui a donné des armes pour appeler ça. Le pleur. Le pleur, c'est appeler justement cette protection extérieure.
l'agrippement, le réflexe d'agrippement, le réflexe de succion, et puis plus tard la marche, même il l'a dès le départ, le réflexe de marche. En fait, la nature l'a équipé pour appeler le soutien. Et c'est ce qui va faire que dans ces premiers jours, semaines, mois, années, jusqu'à même un âge quasi adulte, jusqu'à 20 ans, la façon dont on va vivre les stress, la façon dont on va avoir la réassurance, la façon dont on va avoir tout ça, va conditionner aussi nos réactions. Et on le verra peut-être dans le prochain podcast, mais en fonction des attachements qu'on a développés, avoir un enfant peut activer un stress énorme chez la maman, par exemple. Et dans son modèle qui a une difficulté d'engagement, va, pour moi, générer énormément, par exemple, de dépression postpartum. Pour moi, il y a énormément de dépressions postpartum qui sont dues au fait que c'est pas des mauvaises mères, c'est pas des choses comme ça, mais c'est leur mécanisme quand elles étaient enfants et quand elles ont grandi de stress qui sont joués comme ça, qu'on crée des modèles qui font que l'engagement génère un stress. Et quoi de plus engageant que d'avoir un enfant? Donc, quelque part, la réaction derrière de débordement, de dépression, c'est un espèce de figement, encore une fois. Et on va les blâmer, les accuser ou quoi, alors que c'est juste quelque chose qu'on pourrait traiter, améliorer complètement autrement en prenant le savoir, justement, ou la connaissance de pourquoi je réagis comme ça dans ces situations-là. Voilà. Il y aura plein de choses à dire, et moi aussi j'aurai plein de choses à dire, parce que j'ai fait tout ce travail maintenant et j'ai appris plein de choses justement sur mes dépressions et tout ça, donc je pense que ce sera un épisode aussi hyper enrichissant. Mais avant, pour finir cet épisode, Nicolas, est-ce que tu pourrais me donner des conseils si là il y a une maman qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, ou même elle a avancé dans sa grossesse et qu'elle a super peur de l'accouchement? Comment est-ce qu'elle peut vivre au mieux sa grossesse et comment elle peut se préparer justement pour, voilà, comme on disait, essayer de calmer son système nerveux et on va dire diminuer autant que possible toutes ces peurs? Je donnerais plusieurs conseils. Le premier, et c'est absolument pas pour faire de la pub, mais c'est par exemple d'aller dans des groupes. Tu vois, je sais que tu fais un accompagnement en équipe. De cette notion de lien, comme je l'ai dit dans le système nerveux parasympathique, va faire que le lien crée un renforcement. Un peu comme le bébé qui a besoin de protection, le groupe a tendance à avoir cette vertu-là. Quand je vais être stressé, je m'isole. Quand je suis en lien, voilà. Donc je dirais, si déjà tu es stressé, va faire des choses qui te rassurent, te mettre en lien avec d'autres, prendre de la connaissance, de l'expérience, de faire attention où je prends mon expérience. Et puis après, ça peut être aussi de justement, peut-être aller voir un thérapeute pour se dire, tiens, je me sens stressé, il va peut-être lever des questions qui vont se jouer, ou peut-être des choses inconscientes, justement, de ses attachements ou autres. Donc déjà, je dirais, ne pas rester seul. En parler. Oser en parler. En parler aux bonnes personnes. En parler aux bonnes personnes. Personnes qui rassurent. Prendre de la connaissance. En parler peut-être avec des médecins, mais aussi avec des non-médecins, avec des gens qui ont traversé ça. Et c'est pour ça que je trouve que les groupes, c'est génial, parce qu'on se rend compte qu'on peut partager justement des questionnements ou autres, et puis de prendre un autre savoir. On peut prendre le médical et un autre. Aujourd'hui, on est quand même à une ère d'information. Je veux dire, le savoir, il est disponible partout, en fait. Tout est accessible sur YouTube, il y a des podcasts, il y a des choses comme ça. Donc, c'est d'aller chercher cette information-là. De ne pas s'isoler et se dire « Oh, je suis mauvaise », de ne pas fuir, justement, de ne pas tomber dans la fuite, de ne pas s'enfermer dans ces idées qui tournent, mais se dire « Attends, je vis quelque chose de désagréable, comment je peux faire pour en sortir ?» Aller voir un thérapeute, aller en parler, et voilà, de s'ouvrir, en fait. C'est un des conseils que je donnerais. Ouais, moi je te rejoins tout à fait, parce que moi je fais des accompagnements de la team et je le vois, souvent les femmes elles me disent, voilà, depuis que je suis sur le groupe, que j'ai des infos rassurantes, que je suis comprise, que je suis écoutée, j'ai vachement moins peur. Et moi je suis convaincue que la force du groupe elle est hyper importante. Moi je sais que j'ai vécu, mon fils, mon premier il a 21 ans, donc il y a 21 ans il n'y avait pas tout ça, j'ai vécu beaucoup de choses toute seule, qui aurait été beaucoup plus légère si j'avais été dans un groupe où j'avais senti que j'avais ma place et que j'étais comprise. Et je pense que voilà, porter tout ça toute seule, nos peurs et tout, ça les amplifie quelque part. Donc pouvoir les déposer et dire voilà, j'ai peur de telle et telle chose, c'est un petit peu plus léger quand même. Et moi je dirais aller en parler à des gens, parce que je pense à la naissance de mon fils, ma compagne à cette époque-là, on se posait des questions par exemple sur l'épisiotomie ou machin. On a fait la connerie
de taper accouchement sur internet. On est tombé sur une vidéo en noir et blanc d'un accouchement où il y avait une épisiotomie, mais en fait c'était un film d'horreur en fait. Donc au lieu de rassurer, c'était ultra angoissant en fait. Donc de faire attention quand on fait des recherches sur internet, de confronter aussi les connaissances. De garder un œil critique et de ne pas tout prendre comme vérité. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est ma vérité. Remettez-la en question, renseignez-vous, ne me suivez pas comme ça, mais ce serait encore mieux. Moi, j'aime les échanges, j'aime les désaccords, parce que ça me permet d'apprendre, etc. Ne suivez pas une vérité. Tu vois, c'est vraiment renseignez-vous, en fait. Plus on va vous dire, moi, je suis bien, les autres, c'est mal, plus pour moi, il y a un souci, en fait. Tu vois. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord, parce que moi c'est souvent que je le dis dans mes posts et dans mes podcasts, de dire je ne détiens pas la vérité, renseignez-vous, même si ce que je vous dis c'est plus rassurant que ce que vous allez entendre dans Baby Boom et tout ça, ça n'empêche pas qu'il faut faire aussi avoir un esprit critique et d'aller se renseigner et de voir est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité qui existe, est-ce qu'il n'y a pas une autre version qui existe qui finalement me plaît plus, et voilà. Appropriez-vous votre vérité. Donc c'est là où c'est le mieux en fait. Non mais c'est sûr. Donc effectivement, moi, de toute manière, à chaque fois, c'est ce que je dis à mes clientes, le plus important, c'est la connaissance, la confiance et le soutien. Je pense que c'est vraiment les 3 clés les plus importantes pour diminuer les peurs pendant l'accouchement, pas se faire influencer, sortir un petit peu de ce système et vivre au mieux son accouchement, parce que quand on arrive en étant informé, en sachant ce qui se passe dans notre corps, ce qu'on peut demander, refuser, en connaissant les hormones, l'ocytocine, tout ce qui facilite l'accouchement, forcément qu'on a beaucoup plus de cartes en main que quelqu'un qui arrive en étant pétrifié de peur, qui ne s'est pas renseigné, qui a regardé tous les épisodes de Baby Boom et qui arrive complètement dans l'inconnu sans savoir ce qui va se passer. Il va se dire, non mais de toute façon ça va bien se passer. Enfin, c'est une espèce de... Non, c'est... Renseignez-vous. Comme l'inconnu fait peur, plus j'ai de connaissances, plus je sais à peu près à quoi m'attendre. Bien sûr qu'il y a une réalité de l'expérience qui va être différente. On ne peut pas apprendre à conduire en lisant dans un livre, mais on peut avoir quand même déjà de l'info. Mais bien sûr que l'expérience va être encore un apprentissage supplémentaire. Mais déjà, de se renseigner. Je le répète, le savoir, c'est le pouvoir. Et la communication. Et la communication. Top. Et merci Nicolas pour ce chouette échange. J'espère que ça va permettre encore une fois à plein de femmes de réfléchir et surtout d'un moment arriver à appuyer sur le bouton pause et de se dire attends, est-ce que ce qu'on me dit c'est vrai, c'est la vérité absolue, unique, ou est-ce que j'ai aussi mon mot à dire? Exactement. Et merci à toi, merci à toutes pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement où on vous parlera des liens d'attachement. Cool, avec plaisir.